Olivier Rollin, Vider les lieux, Extérieur monde. Extérieur monde, ça a été publié avant Vider les lieux. De quoi il s'agit? En fait, de la même chose, et pas du tout de la même chose. Extérieur au monde, pas un travail, comme dit, il s'en défend au départ, il dit je m'interdis la question de mémoire, mais on part sur des accumulations, par exemple les hôtels, par exemple les aéroports, et sur ces accumulations, un lieu, un livre, un moment, et on a une espèce de jeu comme ça par nappe. Et mon premier livre d'Olivier Rollin que j'ai lu, je crois que c'était L'invention du monde. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est cette espèce de truc où il s'organise avec les alliances françaises, les instituts culturels, pour que chacun envoie pendant ce qui s'était passé à tel jour, à telle heure, et puis tout d'un coup, là, tu fais une espèce de portrait du monde avec tout ce qui t'arrive. Et ça, pour moi, il y a toujours eu, dans le travail d'Olivier, Barre des flots noirs, Port-Soudan, Bakou, Dernier jour, et cette espèce de jeu d'aventure, et puis aussi, ça va avec l'amitié, et puis cette sensation de bonhomme un peu massif qui va de l'avant, qui parle à peine 3 mots, mais ça va tout droit, puis ça n'empêche pas justement cette espèce de confiance, je sais pas, mais enfin en tout cas pour moi, il a toujours été là, mais toujours été là comme quelqu'un capable de jouer aux antipodes de ce que j'ai fait moi, cette espèce de jeu, tu travailles pour Libé, ou comme son frère Jean travaillait pour le magazine Air France, puis tu te retrouves à l'autre bout du monde, puis tu te retrouves là sur l'île de Sakhaline, où tu te retrouves là devant avec un archéologue qui travaille à sortir des mammouths du permafrost là près d'Arkhangelsk. Et c'est quoi le boulot de l'écrivain? C'est que tout d'un coup tu dis tiens, c'est que l'odeur elle remonte depuis 25 000 ans, et puis ça pue un mammouth qu'on dégèle, et qui c'est pas plus. Mais Rollin, c'est toujours par exemple les couleurs des ciels. Alors dans Extérieur monde, par exemple, ce jeu avec Chateaubriand, mais c'est comme si tout d'un coup, c'est pas comme ça qu'il faudrait partir, sachant que Vider les lieux vient après, comme si Extérieur au monde, toutes ces images là qui dessinent une sorte d'empreinte vide au milieu, cette empreinte vide au milieu, c'est vous, mais ce vous intéresse pas. Ce qui vous concerne, c'est que par ce vide, cette espèce d'images, mais d'images qui jouent, elle, avec la bibliothèque universelle. Elle vient se refléter là sur le centre vide de ce bonhomme qui n'est pas forcément agréable à fréquenter. Enfin, en tout cas, ce qui parle de la Villa Médicis, oui. Je me souviens, j'avais la lecture de Rabelais que j'ai fait à la Villa Médicis, c'est Olivier qui m'avait invité. Mais quand il parle de la Villa Médicine en banlieue parisienne, c'est tout autre chose. Et puis, mais c'est justement, ça hop là, toujours ça renvoie. Tu arrives sur cette opacité du bonhomme, ça repart dans l'autre sens, et toi, tu vas faire ton propre rapport au monde. Et ce qui est étrange, c'est que déjà dans Extérieur monde, tu as tous les motifs. Par exemple, relire Les Misérables de Victor Hugo. Olivier Chopla, republié depuis Vider les lieux, ça c'était son dernier livre, quelque chose qui justement, où tout d'un coup, Hugo là vient assurer. Donc il y a une espèce de logique de superposition, et dans Extérieur monde, il est déjà dans cette espèce d'appartement, c'était 10 rue de l'Odéon, et c'est bizarre parce que la rue de l'Odéon, nous tous à un moment il décrit la suite des vitrines, même sans avoir jamais mis les pieds évidemment chez Olivier. Tu connais toutes ces successions de vitrines, de boutiques, ça fait partie de notre vieux patrimoine justement délaissé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant des gens qui passent leur vie dans les livres. Je sais pas s'il faudrait le dire comme ça, c'est sous-jacent là-dedans, mais moi, j'ai lu Extérieur monde après Vider les lieux. C'est étrange, c'est que là, justement, il reçoit ce qui provoque le livre, c'est cette injonction d'huissier d'avoir
vider les lieux. Et tu vas faire un appartement du fait que toi, pauvre bonhomme qui a passé toute ta vie à écrire des livres, tu as passé 37 ans dans un appartement, là, dans le cocon de la rue parisienne la plus littéraire, là, celle où c'est publié Ulysses de James Joyce, et tu vas nous en faire un camembert de tout ça. Oh, c'est pas le genre du bonhomme, c'est pas le genre de la maison. Et il y a deux choses qui sont très, très bizarres dans ce vider les lieux, et très, très prenantes. Alors, au début, ouais, l'argumentation, et c'est un des trucs stylistiques pour moi assez bizarre. Je sais pas comment travaille Rollin. C'est qu'il y a toute une espèce de reste rhétorique qui, où toi t'aurais envie de dire attends, bif, enlève, ou là ça te concerne que toi, ça concerne pas notre rapport nous lecteurs. Ces deux fenêtres, je les ai évoquées dans un de mes premiers romans. Bon, bah, d'accord, mais cette référence à toi-même, donc tu pourrais l'enlever et faire que le livre tienne tout seul sans avoir... Mais c'est pas le genre non plus de la maison. C'est-à-dire qu'on te donne... C'est comme si on te donnait les scories, parce que c'est dans les scories que ça se joue. Parce que, par exemple, tous ces livres que tu as lus, là, Sabato, Héros et Tombe, fascinant. Mais est-ce que tu te souviens... Si tu racontes ce dont tu te souviens de Héros et Tombe, de Sabato, qu'est-ce que tu vas raconter? Est-ce que c'est le livre qui va en sortir? Puis finalement, probablement pas. Et c'est ce jeu, en fait, d'accumuler une bibliothèque. Tu as les livres autour de toi. Est-ce que c'est pas justement parce que tu ne sais plus ce qu'il y a à l'intérieur? Et d'être là depuis dans quelques jours dans l'extérieur monde et vider les lieux. Par exemple, l'extérieur monde, je l'avais pas chez moi. Ah bah, ça tombe bien parce que il a été biffé en noir par le service lecture publique de la ville de Dunkerque. Je l'ai acheté sur Recycle Livre, 3,50 €, impeccable. Je peux vous assurer que dans la ville de Dunkerque, pas grand monde est venu lire Extérieur Monde d'Olivier Rollin. Mais quelque part, j'en suis maintenant à se dire, finalement, c'est peut-être pas plus mal que la littérature ce soit là, juste pour nous. Là. Est-ce que tu peux lire ce truc-là si t'es pas fou de Chateaubriand? Mais, là, je suis dans la digression. Mais c'est par contre juste un petit peu bizarre si tu penses que la ville de Dunkerque en littérature, c'est le terminal frigo du frangin, le frangin Jean Rollin. Énorme bouquin, Terminal frigo de Jean Rollin. Mais c'est pas justement parce que tu écris Terminal frigo sur le port de Dunkerque en allant y vivre pendant un mois là, dans une espèce de motel donnant directement sur le phare et sur le port et dans les bruits des grues et des machins, le compresseur de la criée aux poissons, que finalement ça intéressera les gens sur place. Bon, ça c'est pas grave. Alors pourquoi, là, tout d'un coup, je me remets, par exemple, ça, Yuri Boïda, le train zéro. Moi, je connaissais pas. Pareil, Recycle Livre, tu le retrouves pour 1,50 €, ça vient de quoi? Non, parce que en tout cas, c'est pas des gros investissements de lire des livres. Vider les lieux. Ouais, ça veut dire que tu vas faire 150 cartons. Moi, ça me ferait peur, ça. Bah, justement, il écrit dans cette peur. Il remplit un par un 150 cartons de ce qu'il a stocké de livres dans cet appartement où il vit depuis un tiers de siècle. Bah, globalement, moi, cette piole, ça ferait bientôt un quart de siècle que j'y serais. Combien j'ai accumulé aussi, s'il fallait tout mettre dans des cartons, et puis les cartons qui vont partir en déchetterie ou aux encombrants, ou en tout cas d'autres objets. Et puis, il y a un bouquiniste un peu plus haut dans la rue. Et ben, lui, il va prendre 30 cartons sur les 150, je sais pas où il est parti, Olivier Rollin. Justement, il n'en parle pas, et ça fait partie de cette logique. Il y a toujours un moment où il y a du lacunaire. Mais qu'est-ce que tu fais? À quel moment il décide d'écrire ce livre? J'en sais rien. C'est qu'il y a ce livre de Georges Perec, Pensée classée, par exemple des réflexions. Dans les bibliothèques, tu as les livres que tu achètes, sachant que tu ne les liras pas. Dans les bibliothèques, une bibliothèque, c'est aussi les objets là qui sont partout devant les livres. Et tout d'un coup, faire l'histoire de ces objets devient une autre histoire. Est-ce que c'est de l'autobiographie? Non, parce que chaque fois, il y a cette espèce de refus autobiographique qui renvoie et qui fait repartir le livre dans autre chose. Par contre, il y a deux éléments qui sont déterminants. Le premier, il est attendu, c'est-à-dire comment tu classes tes livres? Ben, lui, il les a classés par ordre alphabétique.
A priori, c'est le seul qui serait logique. Mais si tu vas dans une librairie ou une bibliothèque, encore que je connais plus trop ce monde-là, et réciproquement, mais sauf par les désherbages et puis les livres qu'on achète à Recycle Livre, mais c'est plutôt classé par genre, du roman, du théâtre, de la poésie, et puis après, tu as XVIIe siècle, XVIIIe siècle, XIXe siècle, littérature francophone, parce qu'il ne faut pas mélanger les chamoiseaux avec les auteurs de la Corrèze comme Pierre Bergogneau ou de la Creuse comme Pierre Michon, mais tu n'as pas les littératures creusophones, non, c'est pas là comme ça que tu mets Michon, mais chamoiseau, ou bien est-ce que tu les classes donc par pays, par format? Moi, c'est plutôt par thématique. Tu as le coin, le rayon sur les villes, le rayon sur les questions d'image, de cinéma, photographie, les trucs, la réflexion sur le livre, comme les petits traités de Pascal Quignard avec Lucien Febvre, apparition du livre, et Walter Benjamin, Sens unique, ben, tout ça, c'est quelque chose qui se fait un petit peu par malaxage, un peu continuel, ça n'empêche pas de enlever, remettre et tout ça. Mais non, lui, c'était par ordre alphabétique. Seulement, tu comprends, au départ, tu fais pas très attention, et puis après, ça devient un élément totalement structurant. C'est-à-dire que Rollin, quand il est à Paris, je sais pas ce qu'il fait, mais a priori, c'est pas les livres. D'abord, il écrit. Et puis, par contre, quand il voyage, il lit des bouquins, mais il les lit dans les trains et les avions. Et apparemment, en avion, ben, il dort pas. Et un livre, c'est, si c'est un voyage d'avion de 10 heures, parce que tu vas te retrouver à Irkoutsk, ou au bout de la Sibérie, ou tenez, moi je suis allé à Shenzhen. Pour aller à Shenzhen, tu descends à Hong Kong, et puis ensuite, convoi, ou ensuite des navettes au retour. Mais on a un éditeur commun, Chentong. Moi, je viens de recevoir Daewoo, publié en chinois. Bon, mais Chentong m'a gentiment proposé. Puis, tu vois, mais Olivier est allé à Canton. Donc, pour revenir de Canton à Shenzhen, ben, c'est 6 heures de train. Et puis, ensuite, de Shenzhen, etc. Et lui, chaque fois, c'est cette durée-là, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 3 heures, ou avion, ou train, ou autre moyen de locomotion, ou hôtel, ou parce que tu es dans tel patelin, tu veux aller voir le bout de la Terre de Feu, tu vas au bout de la Terre de Feu, puis tu prends un espèce de ferry, et puis tu arrives dans cette espèce de ville, et puis il y a une espèce de truc, et puis finalement le soir tu tellement rien à faire, mais tu as prévu de rester une semaine, et bien voilà et il la note. Vous savez, il y a un autre livre d'Olivier Rollin que j'adore, c'est pas la question, en tout cas qui m'a un peu secoué. Vous savez, on a ce truc toujours pareil, Georges Perec, espèce d'espace, il y a cette description là d'inventaire des lieux où j'ai dormi. Et moi j'ai un autre petit dada, c'est Rolling Stones, on avait Charlie Watts. Charlie Watts supportait pas d'être hors de chez lui, et donc Charlie Watts, et chaque fois qu'il était dans une chambre d'hôtel, commençait par dessiner au crayon de couleur avec le plus grand détail la chambre d'hôtel qui l'hébergeait. A priori, pourtant c'est toujours un petit peu le même genre de lieu. Et ben lui, Rollin, a fait ça dans Suite à l'Hôtel Cristal, et Suite à l'Hôtel Cristal, on trouve comme ça des descriptions, mais le télé, le radiateur, ce qu'il y a par la fenêtre, le rideau, la table de chevet, ce qu'il y a dessus, comment est le bord du lit, la petite image, le truc. Et ces descriptions sont fascinantes. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrangent pour en jouer, puis que finalement, là encore, on voit l'espèce d'ombre chinoise, on voit le type au fond, et puis au bout du compte, le type. Tout ce qu'il a vu et noté existe encore, et lui, peut-être qu'il n'existe plus. C'est un livre avec un drôle de chute, un renversement, Suite à l'Hôtel Cristal. Et là, tu te dis, mais Rollin, avec ça, tout d'un coup, il est triste parce qu'il doit quitter sa piole, alors il va nous raconter. Franchement, j'allais dire, Olivier Rollin, c'est pas le genre maison. Ce serait peut-être le titre que je vais garder pour la vidéo, mais non, il faut un titre quand même qui dise plus. C'est justement ça, c'est-à-dire que tes livres sont par ordre alphabétique. Donc tu prends un livre et un autre, est-ce qu'ils peuvent avoir un lien commun si c'est seulement l'ordre alphabétique qui les rapproche? Non.
Et par contre, à l'intérieur, il y a cette notation qu'il fait, comme il a toujours fait dans ses carnets. À un moment donné, il s'embarque dans la description matérielle d'une soixantaine de carnets qui sont y compris même avec des pages recopiées dans l'intérieur de certains de ces carnets, où justement il y a encore un renversement. Et là, on a ce travail qui est dingue à suivre, qui fait que je me suis enfoncé dans ce livre comme jamais j'aurais cru. C'est-à-dire, pourquoi ces carnets comportent des pages illisibles? Qu'est-ce qui fait que tu gardes des carnets avec des pages illisibles, et pourquoi elles étaient illisibles? Parce que ça s'est effacé, parce que tu avais juste un petit crayon de papier, ou parce que c'est l'alcool qui a fait que ton écriture à ce moment-là était toute de trabiole, ou bien parce que les gens dont tu recopies les noms, tu n'arrives même plus à savoir qui étaient ces gens dont tu as recopié les noms, et où tu les achètes, ces carnets. Tu retrouves le magasin Vertecki. Moi aussi, j'ai toujours des carnets Vertecki, la toute petite rue là, avec une papeterie juste en dessous, la Villa Médicis, et d'acheter des carnets même sans savoir ce que tu vas en faire, parce que c'est la potentialité de l'écriture, et c'est là-dedans que tu es. Dans ce bouquin, de quoi ça parle? Ça parle de ça. Alors, le fonctionnement, au départ, c'est un petit peu bancal, aléatoire. On parle des objets, on revient sur la question des souvenirs, et puis tout d'un coup, on commence à trouver le rythme. Et ce rythme, c'est ça. C'est-à-dire, le livre par ordre alphabétique dit où il a été lu. Et si c'est Sabato, alors on va avoir tout le continent, toute l'Amérique latine qui va venir là-dedans, toute l'Argentine, nord au sud jusqu'à la Terre de Feu. Mais on a Buenos Aires, on a des scènes qu'on pourrait considérer d'anthologie, d'autant plus que Rollin, franchement, ça m'est arrivé plein de fois qu'on se voit, ou qu'on passe du temps ensemble, comme à la Baule, les Martin écrivains en bord de mer. C'est pas le genre à raconter sa vie, mais il raconte que, justement, parce que tu es aussi ces trucs en Libération, tu oses écrire à Borges et demander une entrevue. Tu peux te permettre, puisque tu feras un article et puis tu te retrouves dans une salle d'attente de médecins avec une dizaine de personnes qui attendent sur les bancs, et puis tu sais que Borges va apparaître à telle heure, et puis que chacun aura le droit de poser sa question. On se trouve dans un truc presque le duc de Saint-Simon à Versailles dans ses mémoires, mais apparemment, Saint-Simon n'est pas présent chez Rollin, alors que Montaigne y est tout le temps, que Chateaubriand y est tout le temps. Enfin, c'est des trucs un peu juste de cuisine qui nous concernent. Et puis finalement, quand tu te rends compte que ça va être ça, le rendez-vous avec Borges, il entre, donc il est physiquement là avec Borges, mais il se rend compte que ça va être ça, donc il dit, après tout, il ne me voit pas. Donc le grand Rollin se lève là sur la pointe des pieds, va jusqu'à la porte et s'éclipse doucement. Voilà, et tout d'un coup, là, c'est-à-dire que tu retrouves cette espèce de conjonction, j'allais dire, de la vie et l'œuvre. Conjonction de la vie et l'œuvre dans une espèce de contradiction permanente, mais matérielle. Cette matérialité de l'écriture, parce que tout d'un coup, tu auras trouvé un exemplaire du Grand Maune, là-bas, directement en Chine, à Shenzhen, dans une vieille édition reliée, mais qui quand même, est un texte français, puis que tu te retrouves justement dans le train canton Shenzhen à lire le Grand Maune, confronté avec ces paysages que tu as là, devant les yeux, ou Shenzhen, Shanghai, je sais plus. Et à ce moment-là, on est dans une systématique. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est que tu es dans une espèce d'appartement un peu délabré, vieillot de Paris, qui maintenant a dû être refait et reloué 4 fois ou 10 fois le loyer, avec du beau monde là, dans les rues d'à côté. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce beau monde? Olivier, Régis Debray, je l'aime pas. Et puis une fois, j'ai fait une conférence à la maison Julien Gracq, et non, ça n'existait pas, la maison Julien Gracq. D'ailleurs, ils m'ont jamais invité à la maison Julien Gracq. C'est avant que la maison Julien Gracq, c'était une espèce de préfiguration, une espèce de colloque à l'abbaye, et moi j'étais parti à parler de lettrine. À peine je commence ma conférence
au bout de 1 minute et demie, ce monsieur Régis Debray, qui avait été l'organisateur et le président, se lève, tourne le dos et s'en va. J'ai eu presque idée s'il avait pu péter un coup, ça aurait été encore... Voilà. Et ben tout d'un coup, tu vois, tu fais du Olivier Rollin, alors même que... non, lui, c'est pas ça, mais c'est cette matérialité-là des hommes dans leur travail d'écrire, parce que les livres, tu les lis tu voyages en Arctique, tu es dans ce bled au-dessus d'Arkhangelsk, et c'est ça, là, c'est ce livre-là que tu es en train de lire, et c'est celui-ci maintenant que tu viens de sortir par ordre alphabétique, donc c'est arbitraire de tes rayons, qui va partir dans un des 150 cartons, mais il y a cette petite inscription qui te dit « J'étais à tel endroit, c'était tel voyage », le moment où je l'ai lu. Et là, moi, j'ai marché complètement. On peut se demander pourquoi on s'encombre de ces objets qui n'ont en général aucune beauté. Collection pour sa propre vitrine commémorative, comme l'Héris l'imagine dans Frêle Bruit. Et moi, c'est ça. L'Héris, oui, l'Afrique fantôme, etc. Mais Frêle Bruit, non, j'ai pas ça chez moi. Ben, ça y est, j'étais allé chercher au moins. Mais non, on n'a pas vocation à être muséifié. D'ailleurs, sauf exception, ces choses disent fort peu de nous. Sur le moment, ces prélèvements minuscules qu'on fait dans la matière immense du monde nous semblent significatifs, mais très vite, à peine cueillis, leur pouvoir d'évocation disparaît. On ne leur prête plus la moindre attention. Herbier d'instants desséchés que revêt la poussière. Il faut qu'arrive le jour où on doit les soumettre à leur jugement dernier. Jeter, pas jeter, pour qu'ils reprennent une sorte de vie. C'est leur façon de plaider leur cause. Des moments passés reviennent, des paysages se dessinent dans la brume, pompes à pétrole hochant leur tête de cheval dans les rues poussiéreuses de Commodore-Ride. Pompes à pétrole hochant leur tête de cheval dans les rues poussiéreuses de Commodore Rivadavia, épave couleur de chocolat échouée sur la grève de Sakhaline, mirages bleus et blancs du lac Baïkal, voitures flambant dans la nuit de Beyrouth. J'ai gardé tous les objets que je viens d'énumérer. Voilà, ça, c'est juste une parenthèse. Et c'est curieux aussi parce que ces triangulations, elles se font comment? Elles se font par la mémoire. Non, elles ne se font pas par la mémoire. Elles se font parce que, justement, le livre, par ordre alphabétique, ça y est, on vide la bibliothèque carton par carton et on retrouve ces noms d'hôtels, de villes, mais une date, une ville, le nom d'un hôtel, et ça vous dit rien, c'est normal. Donc vous reprenez les carnets, et par les carnets, vous retrouvez quoi? Une notation de couleur, une notation juste d'ébauche de paysage. Et dans quoi on voyage? Dans cette espèce d'appartement délabré qui se vide, et puis à la fin... Il y a ce qu'on dépose à la mairie de Paris, tu as dit à la mairie, bonjour, j'aurais des encombrants à prendre 10 rue de l'Odéon. Ok, mettez tout sur le trottoir, et voilà, ça sera embarqué. Et il débarque ces trucs sur le trottoir, et puis il prend un dernier verre au bistrot, puis il y a des gens juste à côté qui voient ce machin, et lui qui dit, prenez, avant de remettre la clé dans le compteur à gaz et de partir. Mais vider les lieux, tu as l'impression que ça va juste être ça. Et qu'en fait, c'est presque le contraire. C'est que tu n'arrêtes pas de voyager sur un évidement. C'est quoi les lieux? Vider les lieux? C'est l'appartement? Non, c'est pas vider le lieu. C'est revider tous ces lieux qui sont là où tu as lu des livres. Et quand tu lis Extérieur au monde, après, tu as l'impression que c'est les mêmes histoires, les mêmes endroits. Bon, vous savez, ces mêmes histoires, ces mêmes endroits, quelquefois même, il le dit dans Vider les lieux, j'ai déjà raconté l'histoire dans... Ben oui, mais attends, c'est pas... Soit tu racontes, soit tu reprends, c'est pas comme ça que ça marche. Mais comme s'il y avait deux nappes, où simplement ce qui changeait d'un à l'autre, c'est que là, lui, Olivier Rollin, est exclu quasiment de son livre parce que c'est remplacé par l'ordre dans le alphabétique de classement et que sans cesse
c'est 1500 ou c'est 2000 ou c'est 3000 livres, je pense que c'est, à un moment il dit 3000 comme ça. De toute façon non, il a un très beau passage sur le fait qu'il dit qu'il ne peut pas les compter, ni les dénombrer, par contre il peut les peser, parce qu'il sait que dans les cartons, il ne faut pas qu'il dépose plus de 15 kilos par carton, donc si tu as 150 multiplié par 15, eh bien, plus des sacs de supermarché qu'il va chercher chez Gibert, parce que ça c'est très bien pour les livres d'art, etc. Donc l'évaluation se fait au poids, donc c'est pas un dénombrement, mais que ce dénombrement, lui, en appelle à quoi? Quelque chose qui est à l'échelle de l'ensemble de ces voyages, c'est-à-dire ces trains qui parcourent la Russie sans cesse, cet appel vers le nord sans cesse, ces errances. Alors il y a très peu les États-Unis, des petits trucs comme ça, et très peu le Canada, quelques petits trucs comme ça, mais à un moment donné, justement, il y a ça. Qu'est-ce qui fait que ce qui t'a poussé, c'est d'aller toujours là où l'humanité était en fracture? Et donc tu te retrouves en Irak, ou tu te retrouves en Afghanistan, ou tu te retrouves à Beyrouth. Et d'autres fois, c'est une sorte, au contraire, peut-être de nappe. Par exemple, Lisbonne. Apparemment, la charge affective de Lisbonne pour Olivier est aussi grande que le sont ces voyages en Buenos Aires, dans le reste de l'Argentine. C'est-à-dire, la nappe Lisbonne revient très régulièrement toujours comme une espèce de repos, je sais pas, mais comme si une nappe remontait, était là, et puis ensuite, hop là, tu repars, et c'est la lecture, là, dans le livre, qui fait que tu te retrouves d'un train, et t'as giclé que le train, c'est plus le train qui remonte la Russie vers le nord, c'est là, maintenant, cette soirée, là, sur le Tage, ou bien que tu es dans une espèce de 4x4 qui remonte les pistes en Irak en plein conflit, et finalement tu te retrouves tellement chez Olivier Rollin, mais paradoxalement comme si Olivier Rollin, qui avait toujours parlé une sorte de déchiffrement du monde avec les outils des livres, là on aurait presque, j'allais dire le contraire, un déchiffrement des livres à l'aune du monde, et de si le monde va si mal, est-ce que c'est pas le malaise des livres, comme le Sabato, Héros et Tombe, comme là, il parle aussi de Ransmayer, Atlas d'un homme inquiet, là, comme cette espèce aussi de Yuri Boïda, Train Zéro, que je n'ai pas encore lu. Évidemment, tous ceux que je reconnais pour avoir lu, là, à mesure que je les rencontré, même si on n'a pas du tout la même bibliothèque. Balzac est absent de la sienne. Claude Simon, par contre, est toujours infiniment présent. Quel bonheur! Mais il n'y a pas Sarraute, il n'y a pas Duras, mais c'est pas la question, justement. Mais c'est comme si, est-ce que c'est pas la tâche de travailler dans le malaise des livres? Ou pourquoi on est happé sans l'avoir décidé par le malaise des livres? Et pourquoi, si c'est ce malaise des livres qu'on stocke dans notre bibliothèque, qu'on classe ensuite dans l'ordre alphabétique pour qu'il se tienne calme et nous fiche la paix dans les cauchemars et les insomnies, et puis qu'il y a juste cette petite marque là, le nom de la ville, la date, ou bien le trajet en train. Et vous savez quoi? Il y a des pages extraordinaires, il y a 3 passages extraordinaires sur Anton Tchekhov. Et là, quand j'ai appuyé sur Record, je voulais juste lire, j'ai mis 3 petits post-it sur voilà comment Olivier Rollin parle de Anton Tchekhov. Ben, on le garde pour une deuxième vidéo, d'accord? Grand salut Olivier, qui regardera pas ça, parce que lui, Internet... Et bizarrement, au contraire. C'est-à-dire, à chaque fois, il dit « Ouais, moi, j'aime pas ces machins, ah, moi, j'aime pas ces trucs-là. » Et puis, il est toujours à regarder « Ah, sur Google Maps, qu'est-ce que c'est devenu, là, ce point précis ?» Et ou bien « Ah, j'ai cherché sur Wikipédia, cette encyclopédie. » Ben oui, mais... et puis, il recopie tout ce qu'il trouve sur Internet. C'est-à-dire qu'Internet te le chasse par la porte, il revient par la fenêtre, et que finalement, on a un drôle de boulot sur l'appropriation numérique du monde, à travers là, le conflit de celui qui, là, doit vider, peut-être pas les lieux, mais vider ses livres, tout
cas, un sacré bouquin qui colle à l'intérieur de la peau de la tête. Dans la tête, il y a de la peau. Dans la peau de la tête, il y a vider les lieux de A